Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Ziguinchor se souvient du Diola 12 ans après le naufrage du bateau. Une cérémonie de recueillement a eu lieu en présence des autorités et des pupilles de la nation, l'occasion de faire des prières pour les disparus. Entre la Tabaski et la rentrée scolaire, les Sénégalais ne savent plus où donner de la tête. Les charges sont nombreuses et les deux événements approchent à grands pas. Nous ferons un tour au marché Petersen à la rencontre de pères de famille soucieux des dépenses. Les producteurs des régions de Diourbel, Kaolack, Kaffrine et Fatick peuvent avoir le sourire avec des variétés de niébé à cycle court. Ils ont des cultures adaptées à la situation pluviométrique du pays. Et puis dans le dossier de ce soir, nous irons à la rencontre de pères spécialisés dans le commerce de livres. Ils guident et conseillent les clients, mais le métier est menacé par la photocopie et les librairies parallèles. Mais tout d'abord, le président de la République a reçu ce vendredi en audience le chef de mission pour le Sénégal au département Afrique du FMI. Alim Mansour a apprécié la démarche qui accompagne la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le Fonds monétaire international entend accompagner le Sénégal dans la mobilisation des ressources nécessaires pour concrétiser les efforts du gouvernement. Nous écoutons Alim Mansour à sa sortie d'audience. On a félicité le président pour avoir conçu et commencé à mettre en œuvre le PSE, que nous pensons est un excellent programme de développement. Et nous avons discuté un peu comment le Fonds monétaire pourrait mieux appuyer les efforts du gouvernement de mettre en place ce programme. Nous avons beaucoup de moyens d'intervention et je pense que tous les moyens d'intervention incluent l'assistance technique, formation, le dialogue, les discussions, le partage des expériences internationales. Donc, tous ces modes pourraient être utiles à renforcer les efforts qui sont déjà déployés pour mettre en œuvre le PSE. Nous sommes surtout sur le domaine des finances publiques, donc nos relations sont surtout avec le ministère des Finances et nous sommes très encouragés par les résultats que le ministère apporte et nous sommes à ses côtés pour renforcer ce qu'il est en train déjà de faire. Pour la mobilisation des ressources, le Fonds monétaire a été à côté du ministère des Finances pour mettre en œuvre les réformes récentes qui commencent à porter des fruits. Évidemment, il y a encore un travail à faire et nous sommes à côté du ministère des Finances pour qu'on puisse mobiliser les ressources nécessaires pour financer le PSE lié à une croissance durable, soutenable et équitable pour avoir le maximum d'impact sur le social autant que l'économie. Alim Mansour, chef de mission pour le Sénégal au département Afrique du Fonds monétaire international, reçu par le chef de l'État. Le président de la République a présenté ses condoléances à Serigne Bass Abdou Khadre suite au rappel à Dieu de la mère du marabout. Le chef de l'État a aussi présenté ses condoléances à la famille de Feu Ibra Degenka, ancien ambassadeur du Sénégal, Aboubakry Kane. C'est au rythme des Khassaïd que le président de la République a été accueilli à la cité Serigne Mourtada II sur la VDN. Le chef de l'État est venu présenter ses condoléances à Serigne Abdou Khadre Mbacké suite au rappel à Dieu de sa mère, Sokhna Daba Bousso. Et l'honneur est à Serigne Mahmadan Mbacké de souhaiter la bienvenue au président Macky Sall, à la forte délégation qui l'accompagne, notamment des membres de son cabinet et autres collaborateurs. À sa suite, le chef de l'État a justifié son déplacement par les solides liens d'amitié qu'il entretient avec Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Le chef de l'État avait certes dépêché une délégation à Touba, mais il a jugé nécessaire de venir lui-même exprimer sa compassion à toute la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a à l'occasion réaffirmé son ambition de réaliser de grands projets pour la ville sainte de Touba. La démarche du chef de l'État a été saluée et appréciée par Serigne Cheikh Bara Matiley, qui est longuement revenu sur les actes posés par le président Macky Sall à l'endroit de la communauté mouride. Et le fils du khalife général des Mourides de l'en remercier et de
de lui réaffirmer le soutien et les prières de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba pour la réussite de sa mission à la tête de l'État. Celui qui travaille pour Khadimou Rassoul le fait pour ses disciples mourides, dira Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké. Le porte-parole du Khalife général des Mourides est revenu sur ses liens d'amitié avec le président Macky Sall bien avant son accession à la magistrature suprême. Il a prié le Tout-Puissant de donner au chef de l'État la force et les moyens de mener à terme son ambition et ses projets pour Touba et pour le pays tout entier. Et pour lui témoigner sa reconnaissance, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké a offert un lot de cadeaux au chef de l'État. Après la VDN, le président de la République s'est rendu à la SICAP Karak. Là également, il est venu présenter ses condoléances à la famille de Feu Ibra Degenka, un diplomate chevronné dont l'action a toujours été guidée par le rayonnement de la diplomatie sénégalaise. Ibra Degenka a notamment servi à des postes stratégiques, Washington, le siège des Nations Unies à New York ou encore Genève. Au nom de la famille, Moustapha Ka a salué le déplacement du président Macky Sall. Des prières ont aussi été formulées par El Hadj Medoune Thiam pour un Sénégal paisible et émergent, comme souhaitait le défunt Ibra Degenka. Parlons de l'anniversaire du naufrage du bateau Le Joola qui a été célébré à Ziguinchor. La cérémonie a été présidée par le ministre des Forces armées Augustin Tine, accompagné par ceux de la pêche Oumar Gueye et de la fonction publique Viviane Bampassi et du secrétaire d'État chargé des organisations paysannes Moustapha Lo Diatta. La cérémonie a été marquée par la présence des pupilles de la nation Kaltom Gueye. Un lâcher de colombes au monument de la paix clôture cette première étape de la caravane découverte solidarité sur l'axe Casamance. Pendant 5 jours, ces 60 jeunes ont eu à faire beaucoup d'activités socio-éducatives dans la région de Ziguinchor. Nous avons eu beaucoup d'activités, à savoir donc la réhabilitation de la place dédiée aux naufragés du Joola. Et également aussi, nous avons eu à visiter le département d'Oussouye. Nous avons rencontré le roi d'Oussouye. Nous avons visité les maisons à étages en Banco qui se trouvent à Moulomp, le musée des origines Joola de Moulomp. Et nous avons aussi rencontré la famille de Aline Sitoé Diatta à Cabrousse. Entre autres également, nous avons fait comme activité la sensibilisation des populations sur la maladie Ebola. Et aujourd'hui également, nous avons eu à faire le ramassage de déchets plastiques qui est aujourd'hui également une problématique. Et aussi, toutes nos excuses, on s'est trompé de sujet. On va y revenir certainement avant la fin de cette édition. On va parler de ce livre. Dans le Joola, nous étions. C'est le titre du roman de Samba Diao. Un livre de 92 pages dans lequel l'auteur raconte l'histoire du naufrage du bateau Le Joola. Il s'est basé sur des témoignages de rescapés pour écrire ce roman. Abdoulaziz Ban. À la place des naufragés du bateau Le Joola, Samba Diao a décidé de nous présenter son roman. Dans le Joola, nous y étions. C'est plus, comme je dis souvent, c'est plus le narrateur qui le dit. Mais à travers toute la Casamance, quoi. Parce que c'est toute la Casamance qui était dans le bateau. Quand tu prends le corpus étudiant, tu prends le corpus commerçant, tu prends le corpus militaire, tu prends le corpus administratif. Donc c'est toute la Casamance qui était. Et il fallait, à mon avis, rendre à toutes les victimes et aux rescapés leur vie. Dans ce livre de 92 pages, l'auteur raconte l'histoire tragique du naufrage du bateau Le Joola à travers un groupe d'étudiants. Après la lecture de ce roman, la question est maintenant de savoir si Samba Diao est un rescapé. Non, nullement. Nullement. Comme la question m'a été posée plusieurs fois et dans tous les pays où je suis passé. Mais je dis souvent c'est ça un roman. Ce n'est pas de reproduire la réalité en tant que telle, sinon il vaut mieux faire un essai. J'étais étudiant, j'ai quitté Dakar pour venir à Ziguinchor, j'ai quitté Ziguinchor pour rentrer à Dakar. Donc j'ai dans la tête l'ambiance générale, l'atmosphère générale du bateau. Donc je connais un peu pour avoir fait tous les compartiments du bateau. Deuxièmement, c'est vrai, il y a une part de réalité, même si c'est un roman. J'ai eu à travailler avec un rescapé qui m'a passé plusieurs scènes, qui était là, présent le jour. Et donc avec ces éléments qu'il m'a donnés, j'ai eu après à faire le montage, à faire la création qu'il fallait. 12 ans après le naufrage du bateau Le Joola, les souvenirs sont encore là. Pour marquer la date anniversaire du naufrage,
Samba Diao a tenu à rendre hommage aux victimes du Diola. Il a aussi prié pour le repos de leur âme. Je vous le disais dans les titres, la culture de niébé et de sésame se développe davantage dans le bassin arachidier, des variétés à cycle court très adaptées à notre situation climatique dans les régions de Diourbel, Kaolack, Kaffrine et Fatick. Les producteurs trouvent en ces spéculations une réponse à la pause pluviométrique connue cette année à travers le pays. Youssouf Kaba. Des variétés de niébé communément appelées Melar ou Yass. Des variétés dont le cycle de production n'excède pas 50 jours. Une spéculation de plus en plus cultivée pour faire face à la réalité pluviométrique, mais également pour minimiser la période de soudure dans ces zones. Nous, on préférait d'attendre jusqu'à 1 mois de pluie au semis. Donc, pour un rendement de qualité. Des superficies à l'échelle rendues possibles à la suite d'une mise en place très tôt des intrants. Le gouvernement s'y est pris à temps pour éviter des désagréments. Nous avons reçu les intrants depuis le mois de mai. Cela a fait la différence. Nous en remercions le gouvernement, notamment le président de la République, Macky Sall. À côté de cette spéculation, les producteurs du bassin arachidier adoptent de plus en plus la culture du sésame. Considéré pendant longtemps comme une variété de seconde zone, le sésame est en passe de se positionner comme l'une des principales cultures de rente. Nous avions des difficultés de production. Grâce à l'encadrement du PAFA, nous en sommes à plus de 600 kg à l'hectare. Avec le kilogramme de sésame à 1000 francs CFA, voyez-vous ce que cela peut entraîner comme gain. Pour plus de rentabilité, les organisations de producteurs, le plus souvent des femmes, se lancent dans la transformation. Les dérivés du sésame révolutionnent l'agriculture dans cette partie du Sénégal. Nous en faisons du savon, de l'huile, du couscous, entre autres. Nous les exposons à travers les grands marchés du pays. Mais avant, nous en consommions. Les effets des changements climatiques sont de plus en plus pressants. La pause pluviométrique connue à travers le pays cette année est d'ailleurs une des conséquences, si l'on en croit l'explication des scientifiques. Pour donc y faire face, l'usage aux cultures à cycle court se veut une solution adéquate. On revient sur l'anniversaire du naufrage du bateau le Diola qui a été célébré donc cet anniversaire à Ziguinchor. La cérémonie a été présidée par le ministre des Forces armées Augustin Tine en présence de ses collègues Omar Gueye, Viviane Bampassi et Moustapha Lo Diatta. La cérémonie a été marquée par la présence des pupilles de la nation. Nous retrouvons Kaltom Gueye. 1903 morts, c'est le bilan du naufrage du bateau le Diola. 12 ans après, on se rappelle de cette strophe. En ce 26 septembre, jour commémoratif, des prières ont été dites pour le repos de l'âme des victimes. Plus jamais cela, c'est le cri de cœur que lance l'ensemble des familles des victimes. Cet anniversaire est l'occasion également pour elles de faire un rappel. C'est l'occasion de rappeler aux Sénégalais de tirer les leçons du Diola pour un changement de comportement. Cette introspection, ce regard attentif sur soi nous aiderait à mieux prendre conscience de ce que chacun de nous peut faire pour éviter qu'un tel drame se produise. 1900 orphelins mineurs ont été recensés après le drame. Pour les autorités locales, une attention particulière doit être portée au public de la nation. Nous reconnaissons tous les efforts entrepris par l'État depuis ce drame. Mais il ne sera jamais assez. Agir en faveur de cette couche doublement fragilisée, aussi bien par l'âge que par le caractère brusque et brutal qui s'est abattu sur eux. Une forte délégation a représenté le gouvernement du Sénégal à cette cérémonie. À sa tête, le ministre des Forces armées. Le naufrage du bateau le Diola a suscité beaucoup d'interrogations, mais aussi beaucoup de décisions et d'orientations. En effet, le versement de la somme de 10 millions aux familles de victimes qu'il avait souhaité, le vote en 2006 de la loi sur les pupilles de la nation et l'aide mensuelle
octroyée aux 800 enfants de victimes n'est qu'une infime partie par rapport à l'ensemble des mesures que l'État du Sénégal compte prendre pour la prise en charge des victimes du Diola en particulier et pour la Casamance en général. Pour ce 12e anniversaire, des projets ont été scellés, notamment la construction des musées mémorials à Dakar et à Ziguinchor. Ceci pour que ce naufrage que d'aucuns appellent drame du siècle ne tombe pas dans l'oubli. L'anniversaire du naufrage du bateau le Diola à Ziguinchor, je rappelle que le bilan officiel était de 1863 morts. L'assainissement et l'accès à l'eau étaient au centre du comité régional de développement qui a réuni acteurs étatiques, élus locaux et directions concernées. Présentation, questions, réponses, débats. Le point a été fait sur la situation actuelle dans ces différents secteurs. Amsa Toussé. Les deux directions concernées ont fait un exposé détaillé de leur secteur. L'eau, l'assainissement, des secteurs prioritaires. La problématique de l'eau potable pour tous reste une équation. La SONES a un important programme de renforcement du réseau. Les raccordements vont démarrer aujourd'hui et les résultats seront perceptibles au plus tard le 30 septembre 2014. Mais après cela, il y a le programme d'urgence pour l'approvisionnement en eau de Dakar, où 14 forages vont être réalisés pour une production additionnelle dans une première tranche de 40 700 m3 et globalement 60 000 m3 en fin décembre 2013. Ce qui fait que le déficit à Dakar sera complètement résorbé en 2013. L'assainissement, un autre domaine non négligeable où des efforts ont été notés, même s'il reste encore à faire. Nous avons des projets de grande envergure, le projet de dépollution de la baie de Anne, qui va permettre l'assainissement à partir du port jusqu'à Mbao. Il y aura aussi la réhabilitation du collecteur Anfat, qui est un collecteur, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, très vétus. Il en est de même de la réhabilitation de la station d'épuration de Cambérène, pour ne citer que ces projets. Avec la réhabilitation de la station de Cambérène, la capacité va passer de 19 000 à 52 000, ce qui permettrait de supporter l'arrivée des eaux usées jusqu'en l'année 2030. La nouvelle politique en matière d'hydraulique et d'assainissement urbain mise en place a beaucoup boosté le secteur. Le CRD a permis de faire un diagnostic approfondi. Les questions d'eau sont régulièrement traitées. Le programme d'urgence de renforcement, en tout cas de l'alimentation en eau à Dakar, donc ce programme-là va contribuer à résorber définitivement les histoires de pénurie d'eau au niveau de la région de Dakar. Donc il y a moins de problèmes à ce niveau. Concernant l'assainissement, c'est vrai que les efforts sont en cours d'être réalisés, notamment suite au programme décennal de lutte contre les inondations. Et cela, donc, je pense que tous les Dakarois ont constaté que cette année, il y a moins de problèmes d'inondation. Et ces efforts vont se poursuivre pour régler définitivement ces questions. Après la présentation, les élus locaux se sont prononcés sur la situation de leur localité. Mise au point, éclaircissement, échange, le débat fut fructueux. La culture, on va parler plutôt donc de ce sujet-là pour apporter la lumière sur les variations notées dans les factures du mois. Une commission ad hoc est mise sur pied et c'est le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables qui donne la nouvelle. Elle rencontrait les associations de consommateurs pour échanger sur la situation de l'énergie. Mansour Sow. La tradition a été une fois de plus respectée au ministère de l'Énergie. Depuis un an, les acteurs du secteur se rencontrent périodiquement avec les associations de consommateurs. Objectif, statuer sur la situation énergétique nationale. Sénélec a déjà signé à la fin de l'année 2013 10 contrats dont la mise en vigueur est intervenue au début du mois de juin 2014. Parallèlement, nous envisageons en relation avec nos partenaires de lancer un appel d'offres pour un projet test d'une puissance de 50 MW qui nous permettrait de mobiliser des subventions et dons disponibles aujourd'hui auprès de nos partenaires. Et la mise en service de ce projet pourrait également intervenir en 2015. D'autres projets de centrales solaires sont aussi en cours dans le cadre de la coopération bilatérale ou régionale. Il a été surtout question au cours de cette rencontre des variations notées sur les factures du mois. À ce titre, une commission ad hoc sera mise sur pied.
pour apporter toute la lumière. Ce qui s'est passé, nous allons essayer de comprendre ce que c'est. Parce que tous les nouveaux systèmes ont leurs impairs en début de fonctionnement. Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé et éventuellement y remédier. Et le fait de mettre en place cette commission sous la supervision de la CRSE est une bonne chose, puisque les consommateurs, l'administration et la commission de régulation puissent regarder dans le détail quelle est la problématique. L'accent a été aussi mis sur l'électrification rurale. Conformément à la volonté du chef de l'État, l'électricité dans toutes les concessions rurales sera bientôt une réalité. Au regard des enjeux de l'électrification rurale, notamment en termes de cohésion sociale et de développement équilibré du pays, un taux d'électrification rurale de 60% est visé en 2016, avec un taux minimum de 30% pour tous les départements. Ce que nous avons constaté, qu'avec les programmes en cours, même si on parle d'un taux de 26% globalement, certains départements ont un taux d'électrification rurale qui n'atteint même pas 5%. Pendant plus de 2 tours d'horloge, les acteurs du secteur ont passé en revue toutes les questions relatives au secteur de l'énergie au Sénégal. Rendez-vous est pris dans 6 mois. Dans le cadre de la tournée du ministre sur les sites d'approvisionnement en moutons, le ministre de l'élevage s'est rendu à Kahone et à Sewekhaï. L'état d'approvisionnement dans ces lieux est jugé satisfaisant. Cette année, beaucoup de mesures de sécurité sont prises pour accompagner les éleveurs. Tout cela avec Amélie Diop. Le forail de Kahone est rempli de moutons. Les éleveurs venus du pays et de la sous-région ont investi le marché. Ici, le ministre de l'élevage a trouvé une situation rassurante. Comme dans beaucoup de forails du pays, les mesures de sécurité ont donné les effets escomptés. Surtout Kahone, jàmm moo fi ne jula yi jóge Mali ak Mauritanie ñëw nañ ak gaal ñu ngi fi jaay seen kar muñ benn problème. Les dispositions qui avaient été édictées ont été très bien appliquées, tant au niveau de la frontière qu'au niveau de tous les couloirs de convoyage des moutons de Tabaski. Nous avons pu remarquer que la police, la gendarmerie, les forces de la douane vraiment ont mis leurs efforts pour que les Sénégalais puissent disposer du mouton de Tabaski à temps, mais également à des prix raisonnables. À Sewekhaï, le thermomètre affiche la température d'un forail en plein préparatif. Les éleveurs maliens et mauritaniens sont venus en masse. Association d'éleveurs et autorités locales saluent à l'unanimité l'accompagnement de l'État. Je pense que l'année dernière, il y a eu quelques problèmes de sécurité qui se sont posés à travers différentes régions du Sénégal, particulièrement ici et à Dakar. Mais je pense que cette année, avec les mesures qui ont été prises par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, par le ministre des Forces armées, l'Agence de sécurité de proximité et le ministère de l'Élevage, nous avons pu en tout cas créer les conditions pour mettre les éleveurs et l'ensemble des opérateurs dans des conditions de sécurité qui leur permettent de réaliser leurs activités dans de bonnes conditions. Auparavant, le ministre de l'Élevage a fait escale à Fatick pour visiter le site dans lequel sera fêtée la 2e édition de la journée des éleveurs. Et la commune de Niakhar choisit cette année pour abriter le futur centre d'impulsion et de modernisation de l'élevage des chèvres. C'est l'un des titres de ce 20h à quelques jours de la Tabaski et de la rentrée scolaire. Les Sénégalais se préoccupent des charges pour ces 2 événements. Au marché Petersen, notre reporter Ourey Thiam a rencontré des pères de famille très soucieux de la longue liste de dépenses à évacuer d'ici là. Mais pour le moment, la priorité semble être donnée à la Tabaski. Suivons son reportage. En cette veille de fête, chacun a ses propres préoccupations. Si pour les tout petits, le besoin du moment est ceci... Pour les personnes plus âgées, les préoccupations sont tout autres.
Je pense actuellement à la Tabaski. C'est une coïncidence vraiment qui n'arrange pas les pères de famille. Rien que la Tabaski, bon, ça demande quand même un budget. Bon, ajouté à cela, bon, la rentrée scolaire, bon, vraiment c'est un problème quoi, c'est un problème. Et les pères de famille qui ne savent plus où donner de la tête préfèrent finalement couper la poire en deux. On fera d'une balle deux coups. On viendra en même temps faire des achats pour la fête de Tabaski parce que c'est une recommandation et en même temps en profiter puisque les deux dates sont trop proches pour faire les courses pour les enfants, pour l'ouverture des classes. Cette politique d'une pierre deux coups est la plus appliquée actuellement pour mieux faire face aux charges liées à la Tabaski à quelques jours de la rentrée des classes. Moi, j'achète pour mes enfants des affaires aussi bien pour la rentrée que pour la Tabaski. C'est dur, mais on rend grâce à Dieu. Il faut bien faire plaisir à la famille. Dans le marché, les parents achètent beaucoup plus d'habits et d'accessoires pour leurs enfants. Mais ils ne sont pas encore nombreux à venir faire leurs courses cette année. L'arbitrage est vite fait. Les Sénégalais essaient de trier dans ce lot de charges les dépenses jugées incompressibles. Ce sera très difficile. Tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on doit alléger les choses. Comment faire ce qu'on peut faire. Et il ne faut pas essayer de faire l'impossible. D'accord? Ce qui est farata, c'est ce que je veux dire. Par exemple, les inscriptions des élèves, acheter des livres, etc. Ça, c'est farata. Maintenant, Tabaski, par exemple, ce qui n'est pas farata, c'est d'avoir 50 000 francs en poche et acheter un mouton de 200 000 francs. C'est ça qu'il faut éviter. Cette priorisation des dépenses n'arrange pas toujours les vendeurs qui scrutent au quotidien d'éventuels acheteurs qui tardent à venir. Tabaski rime avec mouton et habits traditionnels, alors que rentrée des classes, elle, équivaut à inscription, fourniture scolaire et tenue de ville. La liste s'allonge et le stress continue, mais les Sénégalais, eux, gardent toujours le sourire derrière cette célèbre phrase « Dieu est grand, Yalla Bahna ». Finalement, ça ira bien pour tout le monde. Voilà, la Tabaski, la rentrée des classes, le casse-tête actuel des Sénégalais. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a annoncé le réaménagement de l'agenda pédagogique en vue de l'achèvement de l'année académique 2013-2014 et du démarrage de celle de 2014-2015 dans les meilleures conditions. Lors d'une conférence de presse à l'UCAD, le professeur Thioub a annoncé le retrait des forces de police de l'espace universitaire. Sedina Lounfal. Les événements du 14 août 2014 ont conduit à la fermeture du campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après cette crise, l'UCAD va reprendre son fonctionnement normal. Pour ce faire, le calendrier a été réaménagé en vue de l'achèvement de l'année académique 2013-2014 et du démarrage de celle 2014-2015 dans de bonnes conditions. Ainsi, à la suite des différentes concertations des instances pédagogiques au niveau des établissements, et après approbation du conseil restreint de l'UCAD, le réaménagement ci-après a été proposé. Rentrée officielle le 1er octobre 2014. Rentrée pédagogique à partir du 8 octobre 2014. Date limite pour le bouclage de l'année universitaire 2013-2014, le 20 décembre 2014. Démarrage de l'année universitaire 2014-2015, le 2 janvier 2015. Les bacheliers tardivement orientés l'année dernière bénéficieront d'un dispositif particulier, de même que les étudiants qui n'avaient pas terminé leur inscription. Ces derniers ont jusqu'au 30 septembre pour se mettre à jour. Pour les nouveaux bacheliers, je rappelle que la première liste des orientations est disponible sur le site Campusen. À ce propos, l'UCAD, sur un quota de 22 000 bacheliers prévus, en a reçu 21 949 pour 12 750 places déclarées par les établissements où l'accès n'est pas basé sur un concours d'entrée. Le paiement des frais d'inscription a démarré. Pour les étudiants orientés sur la première liste, la date limite d'inscription est fixée au 5 octobre. Dans cette dynamique de normalisation, je précise que l'UCAD travaille pour la mise en place
d'une carte d'étudiant unique, multi-annuelle, multiservice et numérisée, cela en rapport avec le Centre des œuvres universitaires de Dakar et les institutions bancaires de la place. Concernant le processus d'apaisement